Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer un petit room tour des départements français et de leurs légendes. Aujourd'hui, on va parler d'un département situé au sud-ouest de la région Hauts-de-France. On va parler du département de l'Aisne qui porte le numéro 02. C'est un département très rural qui tient son nom de la rivière éponyme qui le traverse. L'Aisne est l'un des 83 départements créés en 1790. Il est fabriqué avec les territoires issus de l'Île-de-France, de la Picardie et de la Champagne. Ce découpage coïncide avec la principale partie de la généralité de Soissons créée en 1595. Depuis le début du Moyen-Âge, ces terres ont souvent été témoins d'événements marquants. Ils ont marqué l'histoire de la France et ont servi à construire l'avenir de la France. Comme par exemple en 486 la victoire de Clovis sur le roi gallo-romain à la bataille de Soissons qui conduit à la disparition de la présence romaine et à l'avènement des Francs, ou encore au printemps 1917 avec la bataille du chemin des dames. Petite voix off pour vous dire que j'ai oublié de vous dire que pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Si vous pouvez partager et liker cette vidéo, ce sera d'un grand soutien. Je vous laisse maintenant avec vos 3 histoires. L'histoire de Raoul de Coucy et de Dame Faïel est un conte vieux comme le monde. C'est une histoire d'amour, de perte et des conséquences dévastatrices de la trahison. Notre histoire se déroule dans la France du XIIe siècle, à l'époque de la chevalerie et de l'amour courtois. Raoul, un chevalier courageux et vaillant, était connu dans tout le pays pour son habileté au combat et ses magnifiques chansons. Il était admiré de tous, mais son cœur n'appartenait qu'à une seule personne, la belle Dame Faïel. Dame Faïel, connue pour sa grâce et son élégance, était mariée au puissant et redoutable baron Raoul de Roussy. Leur mariage, cependant, était un mariage de raison, pas d'amour. Raoul, bien qu'étant un puissant guerrier, était un homme au tempérament dur, connu pour sa cruauté et sa jalousie. Ainsi commence notre histoire, dans la France médiévale, où l'amour et le devoir sont souvent en contradiction, et où le prix de la passion peut être plus élevé que quiconque ne peut l'imaginer. Raoul était captivé par la beauté et le charme de Dame Faïel. Il composait des poèmes et des chansons en son honneur, sa voix résonnant dans les couloirs de son château. Il mit son cœur à nu, exprimant la profondeur de son amour. Il prouva également son amour sur le champ de bataille, son courage et son habileté surpassant tous les autres. Il se battait avec le cœur d'un lion, tout cela dans l'espoir d'un regard de sa bien-aimée Faïel. Malgré ses efforts, Dame Faïel resta distante. Liée par le devoir envers son mari, elle tint les élans de Raoul à distance. Elle ne se doutait pas que le destin avait d'autres projets. La tragédie frappa lorsque Raoul tomba gravement malade. La nouvelle de son état parvint à Dame Faïel, et à la surprise générale, elle en eut le cœur brisé. Le barrage du devoir se brisa, et elle se précipita à son chevet, réalisant la profondeur de ses propres sentiments cachés. Elle le soigna sans relâche, son contact frais apaisant son front fiévreux. Au fur et à mesure qu'il reprenait des forces, leur lien se resserrait, s'épanouissant en un amour interdit. Pour la première fois, Faïel s'autorisa à répondre aux sentiments de Raoul. Dans l'ombre de la mort, leur amour s'épanouit enfin. Leur bonheur fut de courte durée. Cependant, un cruel coup du sort dans une histoire déjà marquée par la tragédie. Dominant le paisible village de Courmont, niché au cœur des Alpes françaises, repose un mystère. Une grande pierre noire se dresse seule dans une prairie. Les villageois l'appellent la pierre noire. Sa présence est imposante, rugueuse et crevassée, comme un morceau de charbon sorti d'une forge céleste. D'étranges symboles sont gravés à sa surface, spirales, lignes et formes qui ne ressemblent à rien de connu. Personne ne sait quel âge a la pierre, ni comment elle est arrivée là. Certains disent qu'elle est tombée du ciel, d'autres qu'elle a toujours été là, gardienne silencieuse de la vallée. La légende locale prétend que la pierre est marquée de l'empreinte d'une patte d'ours géant, un ours envoyé par les dieux de la montagne pour protéger la vallée. Les symboles, dit-on, sont un avertissement, un message des anciens dieux, laissé à la vue de tous. Mais le message reste indéchiffré, perdu dans le temps
et les caprices des vents montagnards. Il existe des récits, murmurés au coin du feu pendant les longues nuits d'hiver. Des histoires de ceux qui ont osé profaner la pierre. Ils parlent de tempêtes soudaines, de maladies et de malheurs. Il y a des années, un groupe de villageois a décidé de déplacer la pierre. Ils la considéraient comme un danger, une présence néfaste planant sur leur vie. Ils ont apporté des cordes, des chaînes et même un tracteur. Les hommes ont tiré, se sont épuisés, le métal a gémi, mais la pierre n'a pas bougé, comme si elle était enracinée dans la terre elle-même. Vaincus, ils ont abandonné leurs efforts. La pierre est restée. Un témoignage silencieux de la puissance des anciennes traditions et de la résistance des légendes. Et aujourd'hui, la pierre est toujours là. Sentinelle silencieuse, elle veille sur le village de Courmont. Ses véritables origines restent inconnues, un mystère perdu dans la nuit des temps. Certains la considèrent comme une simple curiosité géologique, un produit du hasard et de l'érosion. Mais d'autres y voient en plus, un reflet de croyances anciennes et un lien avec quelque chose de plus grand qu'eux. Les villageois ont peut-être raison, c'est peut-être un message du passé, un rappel que certaines choses ne doivent pas être dérangées, un gardien silencieux veillant sur la vallée. L'automne dans la vallée de la Marne. Une symphonie d'or, de rouge et de brun. L'air frais et vivifiant. Le soleil, tel un peintre, baigne le paysage d'une lumière chaude. Quel meilleur moment pour une promenade à travers cette terre chargée d'histoire. Notre voyage commence à Château-Thierry, une ville imprégnée d'histoire. Nous suivons la Marne, ses eaux reflétant les couleurs changeantes des arbres. Les vignobles, lourds de raisins, bordent les coteaux, témoignant de la riche tradition viticole de la région. Le sentier serpente à travers de charmants villages, chacun ayant une histoire à raconter. D'anciennes maisons en pierre se dressent comme des témoins silencieux du temps qui passe. L'air est empli du parfum des feuilles mortes et de la fumée de bois au loin. La nature elle-même semble ralentir, savourant ces derniers jours chauds. Le clapotis doux de la rivière, le bruissement des feuilles sous nos pieds, l'appel d'un oiseau solitaire, une bande sonore paisible pour notre promenade. Nous arrivons à Mont-Saint-Père, un village niché au cœur de la vallée. Ces maisons, regroupées autour d'une église médiévale, semblent surgir de la colline. Une atmosphère de paix y règne, contrastant avec les batailles qui ont fait rage ici autrefois. Les rues sont impeccablement propres, bordées de jardinières débordantes de fleurs tardives. Les villageois, accueillants et chaleureux, nous saluent d'un sourire. On peut sentir le poids de l'histoire ici, qui murmure à travers les pierres anciennes. Mais Mont-Saint-Père recèle bien plus que de l'histoire. Au sommet de la colline, surplombant la vallée, se cache un secret. Une légende murmurée par le vent, transmise de génération en génération. On dit que certaines nuits, lorsque la lune est pleine et haute dans le ciel, une procession fantomatique peut être aperçue sur la colline. Les esprits de chevaliers, tombés lors d'une bataille oubliée, leurs armures scintillant sous la lumière spectrale. Certains rejettent cela comme une simple superstition, une histoire pour effrayer les enfants. Mais d'autres, les anciens qui se souviennent des histoires murmurées au coin du feu, y croient. Ils disent que les chevaliers gardent un trésor, caché au plus profond de la colline. Vrai ou non, la légende ajoute une touche de mystère à cet endroit déjà enchanteur. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et de batailles, mais aussi d'histoires, de légendes et de croyances, transmises de génération en génération. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous inviter à mettre un casque, car cette partie de la vidéo est immersive. Merci de fermer les yeux et de profiter un maximum. Nous sommes en l'an 486 après Jésus-Christ. Clovis Ier, jeune roi ambitieux, est à la tête des Francs. C'est un conquérant. Ses victoires sont légendaires. Ses ennemis tremblent devant lui. Clovis cherche à unir toutes les tribus franques sous sa bannière. Il rêve d'un royaume vaste et puissant. Les guerriers de Clovis lui sont d'une loyauté féroce. Aguerris et avides de gloire, ils le suivent sans hésiter. Ils croient en leur roi et partagent son ambition. Ensemble, ils ont bâti un royaume par le sang et le fer. Mais l'ambition de Clovis est une arme à double tranchant. Son désir de pouvoir entre parfois en conflit avec son jugement. Après une bataille particulièrement rude,
Clovis et son armée mettent à sac la ville de Soissons. Des trésors d'or, d'argent et de pierres précieuses sont apportés au roi victorieux. Parmi le butin se trouve un vase, un magnifique travail d'artisanat. Le vase est d'une taille et d'une beauté exceptionnelle. Fabriqué dans l'argent le plus fin, c'est un prix inestimable. La rumeur du vase parvient jusqu'à l'évêque de Reims, Remy. Homme de Dieu, Remy comprend l'importance d'un tel artefact. Il n'y voit pas seulement un objet de beauté, mais aussi un symbole de l'autorité de l'Église. Remy décide d'aller trouver Clovis pour lui faire une requête particulière. Remy se rend au campement de Clovis. Il entre dans la tente du roi, l'attitude respectueuse mais ferme. Il demande à Clovis de restituer le vase. Il appartient, soutient-il, à l'Église. Sa place est dans la cathédrale de Reims. Clovis écoute attentivement la requête de l'évêque. Il sait que Remy est un personnage puissant, respecté des Francs comme des Gallo-Romains. Clovis est déchiré. Il comprend l'importance du vase. Il sait que le restituer serait un geste de bonne foi envers l'Église. Mais il sait aussi à quel point ces guerriers chérissent le butin de guerre. Les en priver serait risquer leur colère et leur loyauté. Clovis convoque ses guerriers à une assemblée. Il se tient devant eux, figure de puissance et d'autorité. Il leur fait part de la requête de l'évêque. Un silence de mort s'abat sur l'assemblée. Les guerriers échangent des regards inquiets. Ils connaissent la valeur du vase, tant matérielle que symbolique. Ils sont fiers de leur prise. Clovis, sentant leur malaise, fait une proposition. Il rendra le vase, mais seulement si ses guerriers sont d'accord. Il leur demande de renoncer à leurs droits sur celui-ci. Il leur rappelle leur loyauté envers lui, leur roi. Ces paroles planent dans l'air, mettant à l'épreuve leur obéissance. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée, rompu seulement par le crépitement du feu de joie. Un à un, les guerriers hochent la tête en signe d'assentiment. Ils comprennent la nécessité de l'unité, du respect de l'Église. Mais voilà qu'une silhouette s'avance des rangs. Un soldat, marqué par les combats et fier, la main posée sur le pommeau de son épée. Le soldat, d'une voix qui résonne dans l'assemblée silencieuse, défie Clovis. Il parle du caractère sacré du butin de guerre, du droit du vainqueur. Il soutient que renoncer au vase serait déshonorer leur victoire, faire preuve de faiblesse face à l'Église. Ces paroles trouvent un écho favorable auprès de certains guerriers. Clovis sent monter en lui une vague de colère. Cet acte de défiance, cette remise en question de son autorité devant toute son armée est tout simplement inacceptable. Il lutte pour garder son calme. Sa main se porte instinctivement à la poignée de son épée. Mais il sait que ce n'est pas le moment d'agir de manière irréfléchie. Clovis prend une grande inspiration, se reprenant. Il sait qu'il doit punir le soldat insoumis, mais il doit le faire de manière stratégique. La violence ouverte ne ferait que semer davantage la discorde. Il doit faire de ce soldat un exemple, mais avec une froideur calculée qui inspirera la peur et le respect. Une année passe. L'incident de Soissons tombe dans l'oubli. Mais Clovis n'a pas oublié. Il convoque son armée, y compris le soldat rebelle, pour une inspection. Il descend les rangs, le regard perçant et implacable, inspectant leurs armes et leurs armures. Clovis s'arrête devant le soldat. Il critique l'état de son équipement, l'accusant de manque de respect et de négligence. C'est inacceptable. Ton équipement est une honte. Avant que le soldat ne puisse réagir, Clovis tire son épée et le frappe. Le soldat s'effondre, mort avant même de toucher le sol. Le silence s'abat sur l'assemblée stupéfaite. Clovis, son épée dégoulinante de sang, s'adresse à ses hommes. Il leur rappelle la défiance du soldat à Soissons, son manque de respect envers son roi. Que cela serve de leçon. La défiance et le manque de respect ne seront pas tolérés. Sa voix, bien que froide et mesurée, porte le poids d'une autorité absolue. Clovis a marqué son point. Son autorité est absolue. La désobéissance sera punie rapidement et brutalement. Il a assis son pouvoir, mais à quel prix? L'incident de Soissons restera à jamais une tache sur son règne. Un rappel de la frontière ténue entre justice et tyrannie. L'histoire du vase de Soissons et du soldat rebelle devient un récit édifiant, transmis de génération en génération. Elle rappelle cruellement les dangers du pouvoir absolu, l'importance de l'équilibre entre autorité et compassion. Les actions de Clovis, bien qu'efficaces pour mater la dissidence,
ont ancré sa réputation de dirigeant impitoyable et sans merci. L'incident de Soissons nous rappelle avec force que le leadership ne consiste pas seulement à exercer le pouvoir, mais aussi à faire preuve de sagesse et de retenue. Il souligne l'importance d'écouter les conseils, même lorsqu'ils remettent en question nos désirs et la nécessité d'une justice tempérée plutôt que d'une punition impulsive. Merci à tous ceux qui viennent de regarder cette vidéo, ça a été beaucoup de travail. J'espère qu'elle vous aura plu, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Merci pour tout le soutien que vous me donnez en ce moment. On est beaucoup plus sur la chaîne et vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.